à tous. Donc, on est aujourd'hui ensemble pour parler de l'hypoxémie et de l'analyse des gaz du sang. Alors, le plan va être le suivant, si ça veut bien s'afficher. Tac. Donc, on va faire d'abord quelques rappels de physiologie et de physiopathologie de l'oxygène, puis on verra les différentes causes de l'hypoxémie. Quelques mots ensuite sur le prélèvement et le traitement de l'échantillon sanguin, et enfin quelques cas cliniques pour s'exercer ensemble. Et on commence avec la physiologie et la physiopathologie de l'oxygène. Alors, quelques rappels assez simples sur l'oxygène dans le sang. Tout d'abord, la circulation sanguine. La circulation sanguine elle est organisée en deux circulations. La circulation pulmonaire qui permet l'oxygénation du sang grâce aux poumons, ce qui est représenté ici en bleu clair. Donc là, le sang désoxygéné part du cœur, se présente aux poumons, s'oxygène et revient au cœur gauche. Et la circulation systémique qui permet la délivrance de cet oxygène aux différents organes qui vont le consommer, ce qui est représenté ici par la circulation en rose saumon. Là. Donc là, le sang oxygéné part du cœur gauche, va aux différents organes qui vont consommer l'oxygène et revient au cœur droit. Et donc le tout est mis en mouvement par une double pompe, le cœur. Okay. Deuxième point sur lequel je voulais revenir, l'oxygène dans le sang, il est présent sous deux formes. Une part majoritaire qui est liée à un transporteur, l'hémoglobine, et puis une part minoritaire qui est dissoute. Alors, l'oxygénation du sang, elle va être mesurée par un indicateur que l'on appelle le contenu artériel en oxygène, qui est noté Ca2O2. C'est une grandeur qui mesure tout simplement la quantité d'oxygène qui est présente dans le sang artériel et qui va être définie par cette grosse formule barbare qu'on va détailler un petit peu ensemble. Cette première partie-là en rouge, ça correspond à la part d'oxygène liée à l'hémoglobine. Et on voit ici que cette partie dépend de deux choses. Alors, la première chose, c'est la quantité d'hémoglobine et la deuxième chose, c'est la saturation en oxygène de cette hémoglobine. Ça paraît finalement assez logique de se dire que plus on a d'hémoglobine dans le sang, plus la part d'oxygène liée est potentiellement grande, mais c'est pas tout. C'est bien beau d'avoir de l'hémoglobine, aussi faut-il qu'elle soit efficace et qu'elle porte effectivement de l'oxygène. Et ça, c'est la saturation en oxygène de l'hémoglobine qui nous le dit. OK. Alors, je fais un petit aparté sur la SA2O2, la saturation en oxygène de l'hémoglobine. On retrouve cette courbe que vous connaissez sans doute, que l'on appelle courbe de dissociation de l'oxyhémoglobine, et qui nous montre en fait le rapport entre la saturation en hémoglobine de l'oxygène, enfin plutôt la saturation de l'hémoglobine, ouais, vis-à-vis de la pression artérielle en oxygène. OK. La pression partielle du sang artériel en oxygène. Et donc cette dépendance, elle n'est pas linéaire, comme vous voyez, elle est sigmoïde. OK. La deuxième partie de la formule, c'est la part d'oxygène qui est dissoute dans le sang. Et donc là, on voit aussi une dépendance vis-à-vis de la pression partielle en oxygène du sang artériel. Okay. Donc pour résumer, ce que je veux qu'on retienne ici, c'est absolument pas cette formule un petit peu horrible, mais c'est que la pression partielle en oxygène du sang artériel est très importante, aussi bien pour la part d'oxygène liée à l'hémoglobine, puisque c'est ça qui se cache derrière la SA2O2, et aussi pour cette part dissoute. OK. Alors, est-ce que ça avance? Tac. Alors maintenant, ce que je voulais évoquer, ce sont les situations où ça ne se passe pas bien et où la délivrance en oxygène au tissu est inadéquate. C'est ce qu'on appelle l'hypoxie, c'est la définition de l'hypoxie. L'hypoxie, elle peut avoir plusieurs origines. Soit on a une diminution de la pression partielle en oxygène du sang artériel. Donc globalement, ça correspond à un défaut d'arrivée de l'oxygène au sang, c'est l'hypoxie hypoxémique. Soit on a une altération de la capacité de transport de l'oxygène par un défaut d'hémoglobine, soit parce qu'il n'y en a pas assez, soit parce qu'elle est oxydée en méthémoglobine, soit parce qu'elle est plutôt occupée à fixer du monoxyde de carbone, comme c'est le cas par exemple dans des intoxications à la fumée. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'hypoxie anémique. On peut avoir aussi une diminution du débit sanguin, ça c'est l'hypoxie stagnante, c'est globalement toutes les situations de choc.
Ou alors, dernière possibilité, on peut avoir aussi un défaut d'extraction d'oxygène par les tissus. Et ça, c'est l'hypoxie histotoxique et c'est ce qu'on retrouve notamment dans des intoxications au cyanure. Donc là, c'est vraiment les tissus qui ne sont pas capables d'extraire l'oxygène qui leur est présenté. Nous, aujourd'hui, le sujet, c'est l'hypoxémie, donc on va se concentrer sur l'hypoxie hypoxémique, ici. Et cette hypoxémie, elle est définie comme une diminution de la pression partielle en oxygène du sang artériel. Ce sont les gaz du sang qui vont nous donner cette valeur. D'où cette combinaison un petit peu, dans le titre, c'est hypoxémie et gaz du sang. Et la PA de O2 normale, elle se situe entre 80 et 110 millimètres de mercure. L'hypoxémie, elle va être qualifiée de modérée entre 60 et 80 millimètres de mercure et qualifiée de sévère en dessous de 60 millimètres de mercure. Les causes d'hypoxémie, elles sont assez variées et c'est justement ce qu'on va voir dans la suite de cette présentation et c'est l'analyse des gaz du sang artériel qui va participer, aux côtés du contexte clinique, à déterminer la cause de cette hypoxémie. Alors, quelques mots sur la cyanose. C'est sûr que quand on pense hypoxémie, on pense, éventuellement à la cyanose. La cyanose, vous le savez, c'est une couleur grisée à bleutée des muqueuses qui va apparaître lorsqu'on a un seuil de 5 grammes par décilitre d'hémoglobine insaturée qui est atteint. Ça va signifier 2 choses. D'une part, ça signifie que la cyanose, c'est un signe d'hypoxémie sévère et tardif. Pourquoi? Eh ben, parce qu'un patient sain, en fait, il a, 15 grammes par décilitre d'hémoglobine. OK? Donc ça veut dire que chez lui, environ un tiers de l'hémoglobine doit être insaturée pour faire apparaître la cyanose. OK? Normalement, on en a 15 et il faut passer ce seuil de 5 grammes par décilitre d'hémoglobine insaturée pour arriver en cyanose. Donc si on regarde la courbe de dissociation de l'oxyhémoglobine, un tiers d'hémoglobine insaturée, ça veut dire 2 tiers d'hémoglobine saturée. OK? Et donc ça correspond à une PA de O2 à 35 millimètres de mercure déjà. Donc on est bien en dessous de la valeur seuil de 60 millimètres de mercure pour qualifier une hypoxémie de sévère. OK? Donc finalement, il faut bien qu'on soit arrivé à ce stade très tardif et très sévère d'hypoxémie pour avoir la cyanose. D'autre part, ça signifie que la cyanose est un signe qui est dépendant du facteur hémoglobine, hémoglobinémie. Donc, un patient, par exemple, qui est anémié, lui qui a déjà peu d'hémoglobine, il n'est pas arrivé avant d'avoir atteint ce seuil de 5 grammes par décilitre d'hémoglobine insaturée. Et il va présenter une hypoxémie sévère et même décéder souvent avant que la cyanose n'apparaisse. OK? Donc la cyanose, c'est un signe qui est assez spécifique, mais peu sensible pour la détection d'une hypoxémie. Spécifique, ça veut dire que quand on l'a, on est sûr que le patient a une hypoxémie. Peu sensible, ça veut dire que si on ne l'a pas, on n'est pas sûr que le patient ne soit pas déjà en hypoxémie. Alors, un petit quiz. Donc là, vous recevez un chien bulldog français mal castré de 8 ans qui est présenté pour abattement. Au pocus abdominal, vous visualisez une masse splénique et un épanchement péritonéal que vous identifiez comme un hémopéritoine. Vous réalisez une splénectomie après avoir fait un bilan d'extension. Ce patient est anesthésié, intubé. Sa SP2O2 que vous avez sur votre moniteur d'anesthésie, donc c'est la saturation pulsée en oxygène de l'hémoglobine, qui peut être utilisée en fait comme un substitut de la SA2O2 qu'on a vu précédemment dans la formule du contenu artériel en oxygène. Elle est initialement à 100% en début de chirurgie, puis elle descend subitement à 93%. Quelle est votre réaction face à cette situation? Première possibilité, je ne m'inquiète pas, la SP2O2 elle est encore supérieure à 90% et les muqueuses sont encore bien roses. Deuxième possibilité, je m'inquiète, cette chute de SP2O2, elle est selon moi expliquée par une grosse perte d'hémoglobine, vu on a un hémopéritoine. Petit 3, je ne m'inquiète pas, le capteur de la SPO2 est ancien, il est tombé plusieurs fois, il est endommagé et donc c'est rare qu'il nous sorte des valeurs fiables. Petit 4, je m'inquiète, le patient est en hypoxémie. Alors, je vous laisse une petite minute pour répondre. Vous pouvez répondre directement dans la conversation. S'il y a des soucis, n'hésitez pas à vous faire entendre.
Allez, 15 secondes pour ceux qui veulent tenter leur chance. Allez. La réponse, c'est la 4. On va passer au travers de toutes les réponses pour, expliquer ça. Première possibilité: «Je ne m'inquiète pas, la SpO2 est encore supérieure à 90 mmHg, les muqueuses sont encore bien roses». On vient de voir que la cyanose, c'est un signe tardif d'hypoxémie, donc des muqueuses bien roses n'excluent pas une hypoxémie. OK? Par ailleurs, une saturation à 93, donc là, on est en dessous des 95,8 là notés sur le schéma, correspond à une PA de O2 inférieure à 80 millimètres de mercure, donc on a bien une hypoxémie. OK. Petit 2, je m'inquiète, cette chute de SpO2 est expliquée par une grosse perte d'hémoglobine, le transporteur de l'oxygène. Attention, la SpO2 est un substitut de la SaO2 et donc ça mesure la saturation de l'hémoglobine, mais pas sa quantité. En gros, c'est un petit peu sa capacité à fixer de l'O2, mais c'est pas, est-ce que j'en ai beaucoup, est-ce que j'en ai pas beaucoup? Petit 3, je ne m'inquiète pas, le capteur de SpO2 est ancien, il est tombé plusieurs fois, c'est rare d'avoir de valeurs fiables. Soit, c'est possible, mais pourtant il affichait 100 en début de chirurgie et il y a pas de raison qu'en quelques minutes, là, il nous sorte, des âneries alors il fonctionnait bien, auparavant. Donc c'est 4. Donc le patient est en hypoxémie. En effet, par définition, une PaO2 inférieure à 80 millimètres de mercure représente une hypoxémie et ça, on le voit bien sur cette courbe-là. Donc la seule valeur qu'on avait, c'était 93, mais du coup, avec la petite courbe, on voit bien qu'on est en dessous et donc on est bien sur une définition de l'hypoxémie. Hop. Juste, je t'interromps 2 secondes. Oui. Jouez le jeu sur les quiz, les gars, parce que même si vous faites une mauvaise réponse, c'est pas grave. Au contraire, il vaut mieux que vous fassiez la mauvaise réponse maintenant que quand vous êtes face au cas. Et au moins, même en cas de mauvaise réponse, vous vous en rappellerez, vous le referez plus. Voilà, donc essayez de jouer le jeu. Répondez vraiment au quiz. Ouais, de toute façon, évidemment, c'est pas, enfin, on juge pas. On va essayer de repasser enfin, à chaque fois, j'essaie de repasser au travers des réponses aussi pour dire pourquoi c'est faux. Donc, Exactement, c'est comme ça qu'on va apprendre. Donc jouez le jeu et vraiment répondez au quiz. Et vous verrez que vous retiendrez d'autant mieux. voilà. Donc là, maintenant, on va voir les causes d'hypoxémie. Alors, la première cause d'hypoxémie, c'est la diminution de la PI de O2. La PI de O2, alors on l'entend moins souvent par exemple que la FI de O2, c'est la pression partielle en oxygène de l'air inspiré. En fait, lorsque la PI de O2 diminue, on va avoir une plus faible quantité d'oxygène qui va être délivrée aux alvéoles et donc au sang, ce qui va mener à l'hypoxémie. La PI de O2, elle est définie par cette formule, qui n'est pas du tout à retenir. Ce que je veux qu'on voit dans cette formule, c'est qu'il y a une dépendance de la pression atmosphérique, de la pression de vapeur saturante de l'eau à température corporelle et de cette fameuse FI de O2, la fraction aspirée en oxygène. Et donc, finalement, si on regarde un petit peu cette formule, une diminution de la PI de O2, elle peut être expliquée soit par une diminution de la pression atmosphérique, soit par une diminution de la FI de O2. OK. Donc c'est un peu trop rapide de dire que, quand on dit: «Oui, la FiDO2 peut faire diminuer, enfin peut faire, une hypoxémie». Oui, c'est vrai, mais pas que. OK. Donc c'est pour ça qu'on parle plutôt de la PiDO2 qui englobe aussi la FiDO2, mais aussi la pression atmosphérique, en sachant que la pression de vapeur saturante, bon, bah, ça, c'est quelque chose qui est assez fixe. OK. La pression, atmosphérique qui diminue, ça, c'est le cas notamment en altitude et c'est justement, ce point-là que je voulais un petit peu éclaircir et illustrer. Vous avez ici, hop, un petit chien au niveau de la mer et puis ce même chien en altitude. La pression atmosphérique, en fait, c'est le poids d'une colonne d'air au-dessus d'un point donné, donc que ça soit au niveau de la mer ou, en altitude et donc, cette colonne d'air, c'est la colonne donc qui va, vraiment du point donné jusqu'au sommet de l'atmosphère et ce poids, il va diminuer lorsque l'altitude augmente puisque, bah, la colonne d'air est plus petite. OK?
Là-dessus, en pratique, les problèmes vont survenir quand l'altitude va vraiment varier de façon très importante et rapide, quand le corps n'a pas été habitué à des pressions atmosphériques intermédiaires et va être directement soumis à des pressions atmosphériques faibles. C'est par exemple ce qui vous arrive quand vous atterrissez directement à l'aéroport de La Paz en Bolivie. Cet aéroport, il est très connu parce qu'il est situé à une altitude assez importante, à 3640 mètres d'altitude. Et quand vous arrivez de Paris, par exemple, ça va déclencher un syndrome qu'on appelle le mal aigu des montagnes et qui se manifeste par des maux de tête, des nausées, des vomissements. On a aussi de la perte d'appétit, de l'insomnie, de la fatigue et surtout une tachypnée qui peut arriver. On peut aussi avoir des troubles de l'équilibre. Et donc, c'est vraiment cette variation très, très brutale de pression atmosphérique qui fait qu'on a le développement de ce syndrome. Deuxième possibilité pour développer une hypoxémie, c'est l'hypoventilation. Donc on parle vraiment ici de la fonction ventilatoire, la capacité à faire circuler les gaz dans les poumons. Alors, l'hypoventilation, ça va entraîner 2 choses. D'une part, une diminution de la délivrance d'oxygène aux alvéoles, OK, on fait moins circuler d'air, donc forcément, on a une diminution de cette délivrance d'oxygène. Donc aux alvéoles et donc au sang, et c'est ce qui va mener aussi à diminuer le rejet de CO2 et donc augmenter la pA de CO2. Parce que du coup, on rejette moins de CO2, donc on en garde plus. Donc la pression partielle en dioxyde de carbone du sang artériel va augmenter. OK, et c'est d'ailleurs cette pA de CO2 qui va définir l'hypoventilation, qui va signer l'hypoventilation. Ce sont les gaz du sang, à nouveau, qui vont nous donner cette valeur. Donc, deuxième intérêt des gaz du sang. Et les valeurs de référence, je vous les ai remises ici. Donc, 27 à 39 chez le chien, en millimètres de mercure, et 28 à 32 chez le chat. Alors, pour ceux qui étaient là lors de la conférence sur l'analyse de l'équilibre acido-basique, nous avions vu qu'il existait en fait différentes causes à l'augmentation de la pA de CO2. Il y avait l'augmentation de la quantité de CO2 réinhalé, typiquement ce qui se passe en anesthésie, ce qui peut se passer en anesthésie quand il y a des problèmes de circuit. Plus je réinhale du CO2, plus ma PO de CO2 augmente, ça c'est une possibilité. Deuxième possibilité, on peut avoir une augmentation de la production de CO2 par les tissus, lorsqu'il y a de l'hyperthermie, lorsqu'il y a de la fièvre, lorsqu'il y a des crises convulsives. Et donc du coup, quand la pA de CO2 va augmenter, il faudra bien exclure ces hypothèses-là avant de conclure tout de suite à une hypoventilation, donc à une diminution de la ventilation alvéolaire. Alors, les causes d'hypoventilation sont multiples, elles sont répertoriées ici. Alors, on peut avoir des causes neurologiques, donc avec une atteinte des centres de la respiration, de la moelle épinière, les nerfs périphériques, les jonctions musculaires. On peut avoir aussi des atteintes mécaniques, de la mécanique respiratoire, en fait, avec une atteinte de la paroi thoracique, du diaphragme, de l'espace pleural, quand vous avez de l'épanchement, par exemple, ou alors directement de l'arbre respiratoire, avec des obstructions, qu'elles soient hautes ou basses, ou une atteinte du parenchyme pulmonaire. Troisième cause d'hypoxémie, après la diminution de la PiO2 et l'hypoventilation, c'est le mélange veineux. Alors le mélange veineux, ça correspond en fait à toutes les situations dans lesquelles une partie du sang veineux, OK, désoxygéné, passe du cœur droit au cœur gauche, mais sans avoir été correctement oxygéné. Alors, normalement, on a un petit mélange veineux, physiologique qui existe, qui est inférieur à 5, mais du coup, quand il y a une situation problématique, ça va monter et donc ça peut développer une hypoxémie. Alors les défauts sont de 3 ordres. Première possibilité, un shunt anatomique droite-gauche. Pourquoi? Parce que ce sont des anomalies dans lesquelles le sang va passer du cœur droit au cœur gauche, OK? Et donc du coup s'engager dans la circulation systémique, mais sans s'être, oxygéné auprès des alvéoles. OK? Donc ça, souvent, ce sont des défauts du développement embryonnaire, du cœur ou des vaisseaux et ce sont donc des anomalies congénitales et qu'on retrouve plutôt chez de jeunes animaux. Deuxièmement, une anomalie de diffusion, OK, au travers de la membrane alvéolo-capillaire. Donc cette membrane alvéolo-capillaire, vous vous souvenez, c'est en gros toutes les structures, ça englobe toutes les structures qui vont de l'alvéole au sang, enfin au capillaire. Donc il faut savoir que, lorsqu'il y a une lésion pulmonaire, les pneumocytes de type 1 qui bordent normalement l'alvéole et qui sont
qui sont très aplatis, vont être remplacés par des pneumocytes de type 2 qui, eux, sont beaucoup plus épais et plus cuboïdes, en fait. Et ça va entraîner un épaississement de la membrane alvéolo-capillaire et du coup un défaut de diffusion jusqu'à ce qu'il y ait une maturation en fait, de ces pneumocytes de type 2 en pneumocytes de type 1. Okay. Dans des cas avancés, on peut avoir en plus de la fibrose qui se met en place, et ça va accentuer l'épaississement de la membrane alvéolo-capillaire et donc diminuer d'autant plus la diffusion des gaz. Troisièmement, on peut avoir une anomalie de rapport ventilation-perfusion. Okay, V pour ventilation et Q pour perfusion. On retrouve ici, là, sur le cas A, une alvéole normale qui est correctement ventilée, donc ce qui est représenté par ce petit schéma ici, et qui est correctement perfusée. Donc, on a bien du sang qui arrive à l'alvéole, si bien que lorsque le sang désoxygéné arrive à cette alvéole, on va avoir des échanges gazeux qui vont se faire normalement, et du coup, le sang va repartir oxygéné, bien chargé en oxygène. Okay, donc ça, c'est quand tout se passe bien. Les cas B, donc les cas du milieu, on peut avoir un territoire pulmonaire qui peut ne pas être correctement ventilé ou même pas du tout, ce que j'ai représenté ici, là, donc avec une semi-obstruction ou une obstruction complète. Du coup, ça va être des situations où les échanges ne vont pas se faire. C'est le cas quand on a un rétrécissement, voire un collapsus de bronchiole. On peut avoir aussi un collapsus d'alvéole quand on a des bronchospasmes, une accumulation de fluide ou encore quand on a de l'atelectasie. Okay, quand on a de l'atelectasie, l'alvéole, elle n'est pas bien déployée, donc du coup, elle n'est pas bien ventilée. Okay, quand il n'y a pas du tout de ventilation alvéolaire, donc dans ce cas-ci, on appelle ça un shunt intrapulmonaire. Okay, et cas C, donc c'est le cas de figure à droite. Donc là, on a un territoire pulmonaire qui est correctement ventilé, mais qui n'est pas correctement perfusé. Okay, le sang n'arrive pas jusqu'à cette alvéole, et dans ce cas-là, les échanges ne peuvent pas se faire non plus. C'est le cas, par exemple, quand on a une thromboembolie pulmonaire. Okay, et donc ça, c'est ce qu'on appelle un espace mort alvéolaire. Donc, nouveau quiz. Là, vous avez un chat européen mal castré de 4 ans qui est présenté à l'urgence pour des difficultés respiratoires. Vous faites un POCUS thoracique qui vous montre un épanchement pleural significatif. Et sur les gaz du sang, vous avez la PA de O2 qui a 60 mm de mercure. Donc, on vous demande pour quelle raison le patient présente-t-il une hypoxémie. Okay. On a bien une hypoxémie puisqu'on est en dessous de la limite des 80 mm de mercure. Donc ça, c'est clair. Mais maintenant, c'est pourquoi? Pour quelle raison? Allez, une petite minute. Donc, première possibilité, une hypoventilation et un shunt intrapulmonaire. Deuxième possibilité, une hypoventilation seulement. Troisième possibilité, une hypoventilation à un espace mort alvéolaire. Et quatrième possibilité, un mélange veineux. Allez, 15 secondes. Tac. Alors, la bonne réponse est la réponse 1, une hypoventilation et un shunt intrapulmonaire. Donc, ce patient, il présente une atteinte de la cavité pleurale. Donc, du coup, il y a moins de place pour étendre ses poumons. Donc, on a bien une hypoventilation. C'était ici dans les causes, vous savez, là, d'hypoventilation possible, on avait atteinte de l'espace pleural. Donc là, quand on a un épanchement, on a bien une atteinte de l'espace pleural. Il y a moins de capacité d'extension des poumons. Et donc, ça, c'est une des raisons pour laquelle on peut avoir de l'hypoxémie. Et deuxième possibilité, quand on a de la télectasie, ce qui peut arriver
avec de l'épanchement, quand on a vraiment des alvéoles qui sont effondrées sur des épanchements significatifs, eh bien, on va être dans une situation de shunt intrapulmonaire. Les alvéoles qui sont refermées ne vont pas être ventilées alors que le sang va passer correctement. OK? Donc on a bien une hypoventilation et un shunt intrapulmonaire qui explique cette hypoxémie. OK? Alors, tout ça, c'est bien beau. Je vous ai dit que la troisième possibilité d'une hypoxémie, c'était un mélange veineux. Mais vous allez me dire comment moi je sais, à l'urgence, s'il y a du mélange veineux dans mon patient. Une nouvelle fois, les gaz du sang vont intervenir. Alors là, on va attaquer la partie un petit peu compliquée de cette présentation. Il va y avoir des formules. Ne prenez pas peur. Les formules, elles sont là parce que c'est la réalité des choses. Mais on ne demande pas, enfin, je veux dire, c'est pas, il ne faut pas apprendre ces formules, il faut juste les avoir quelque part pour pouvoir les appliquer. OK? Dans tous les cas, ce n'est pas ce qui prime. Le patient, il arrive, il respire mal, je stabilise et je tente de comprendre dans un deuxième temps seulement. Je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut sauter sur le moindre patient qui respire mal pour lui prendre du sang et lui faire un gaz du sang artériel. OK? Donc, dans tous les cas, on stabilise et on voit ensuite. OK? Donc, différents outils pour essayer de savoir si le patient présente un mélange veineux. Le premier outil, c'est le rapport PA de O2 sur FI de O2. Donc, on fait tout simplement le rapport, on calcule et on regarde la valeur. Une valeur supérieure à 400 mm de mercure est normale. Des valeurs qui sont situées entre 300 et 500 mm de mercure indiquent un mélange veineux léger. Des valeurs entre 200 et 300, un mélange veineux modéré, et en dessous de 200, c'est considéré comme un mélange veineux important. OK? Donc c'est presque trop facile ici. Il y a évidemment une petite complexité, c'est qu'il faut se souvenir que cet outil est réservé à des patients qui respirent un air supplémentaire en oxygène. OK? Donc pas des patients qui sont à l'air ambiant. OK? Et en plus au niveau de la mer. Deuxième outil, c'est la somme PA de O2 plus PA de CO2. C'est aussi ce qu'on appelle la règle des 120. Vous allez voir pourquoi. En situation physiologique, la somme PA de O2 plus PA de CO2, c'est environ 120 mm de mercure. Okay, si on a une valeur inférieure à 120 mm de mercure, ça va suggérer un mélange veineux. Et même mieux, plus cette valeur va être inférieure à 120 mm de mercure, plus ça va s'éloigner, plus le mélange veineux va être important. Okay, alors, par exemple, si on prend le cas d'une hypoventilation, donc là, on se remet dans la deuxième possibilité d'une hypoxémie, donc pas du tout dans la possibilité d'un mélange veineux. Et bien à ce moment-là, on va avoir une augmentation de la PA de CO2, ce qu'on avait dit, c'est ce qui signait l'hypoventilation. Mais du coup, quand on a une hypoventilation, on a aussi la PA de O2 qui diminue. Et du coup, la somme va rester toujours autour de 120 mm de mercure. Okay, donc, si la somme des deux valeurs est toujours égale à 120, la cause de l'hypoxémie, c'est uniquement l'hypoventilation, okay, si on a une augmentation de la PA de CO2. En revanche, si la somme elle est inférieure à 120, eh ben alors il faut rechercher une cause de mélange veineux en plus de l'hypoventilation. Ce serait par exemple le cas qu'on vient de voir là avec de l'épanchement pleural. On a de l'hypoventilation, oui, mais pas que. On a aussi du mélange veineux du fait de ce shunt intrapulmonaire. Et donc là, on aurait une somme de PA de O2 plus PA de CO2 inférieure à 120 mm de mercure. Okay, les conditions d'application, cette fois, c'est quelque chose qu'on peut appliquer à des patients qui respirent un air ambiant et aussi au niveau de la mer. Okay, allez, dernier outil, c'est le gradient AA, donc grand A, petit a. Le gradient AA, c'est quoi? Alors, on ne prend pas peur, j'ai tout affiché d'un coup. C'est la différence entre la pression partielle en oxygène de l'air alvéolaire, donc de ce qui se passe dans l'alvéole, moins la pression partielle en oxygène du sang artériel. Okay, donc, c'est le gradient en fait, qui se passe au niveau de la membrane alvéolo-capillaire. Okay, ça, c'est facile. C'est tout simplement le gaz du sang qui vous le donne. Okay, donc, on ne réfléchit pas. Ça, par contre, ça va être compliqué à mesurer la pression partielle en oxygène qu'il y a dans l'alvéole. Donc, vous avez cette formule-là qui vous donne cette valeur-là. Et puis, on va la simplifier
un petit peu plus, puisqu'on voit qu'il y a une dépendance à la pression atmosphérique, encore une fois la pression de vapeur saturante, la FiO2, la pH de CO2 et le quotient respiratoire. Sur un patient au niveau de la mer avec une FiO2 à 21%, on peut simplifier la FiO2, on peut simplifier la pression atmosphérique, et du coup, on a une formule un petit peu plus digeste, donc de P grand A de O2 égale à 150 moins 1,1 fois la pH de CO2. Et là, la pH de CO2, c'est aussi les gaz du sang qui vous la donne. Okay, donc finalement, je vous sors une formule où vous n'avez pas à réfléchir, où c'est juste un paramètre qui est donné par la machine. Donc finalement, c'est un peu plus simple que ça n'y paraissait au départ. Et donc ce gradient, quand il est en dessous de 10 mm de mercure, on va considérer que c'est normal. Et quand on a une valeur au-dessus de 20 mm de mercure, on va considérer qu'il y a un mélange veineux. Entre 10 et 20, il y a une petite zone grise qu'on se permet d'avoir. Mais du coup, au-dessus de 20, mélange veineux. Okay, et donc là, les conditions, c'est aussi un outil qui est réservé aux patients respirant un air ambiant, tout simplement parce que là, j'ai fait la simplification, mais aussi parce que des valeurs de gradient AA n'ont pas été déterminées pour des FiO2 au-dessus de 21%. Okay, donc là, c'est vraiment à réserver pour les patients respirant un air ambiant. Okay, là, juste sur le tableau, c'est peut-être pas clair, mais c'est vraiment le gradient. Hein. Ça, c'est les valeurs pour le gradient AA, pas pour la PA de O2. Hein. C'est les valeurs de gradient. Alors, petit quiz pour s'exercer. Vous hospitalisez un chien pour une bronchopneumonie par aspiration. Le plan de traitement est le suivant. Donc, une fluidothérapie pour essayer de fluidifier un petit peu les sécrétions, donc du ringerlactate normo-complémenté 2 fois maintien, une oxygénothérapie avec des canules nasales, avec un débit classique d'oxygène, du maropitant, puisque c'est un chien qui vomissait, une antibiothérapie, large spectre, des nébulisations, là aussi pour fluidifier un petit peu les sécrétions, associées à de la kinésithérapie respiratoire. Et pour assurer un suivi de la condition, vous réalisez un gaz du sang. Donc, quel outil vous allez utiliser pour évaluer le mélange veineux de ce patient? Donc, petit 1, la somme PA de O2 plus PA de CO2. Petit 2, le gradient AA. Petit 3, la PA de CO2. Petit 4, le rapport PA de O2 sur FI de O2. Allez, une petite minute. Donc là, on est dans le cas d'une bronchopneumonie par aspiration. Donc, on a des sécrétions dans les alvéoles. Donc du coup, on a des alvéoles qui sont moins bien ventilées. Donc on est bien dans le cadre d'un mélange veineux. Donc là, qu'est-ce qu'on... On a aussi éventuellement des anomalies de diffusion avec une membrane alvéolo-capillaire qui est un petit peu épaissie. Donc tout ça, c'est bien des causes de mélange veineux. Maintenant, c'est quel outil on utilise en pratique pour ce patient-là en particulier. Allez, 15 secondes. Allez, les gars. C'est pas grave de se tromper, hein. Bon, là, c'est pas très sympa parce qu'il faut juste avoir été attentif, mais en pratique, vous aurez les conditions d'application avec vous. Donc, ça, c'est pas très. On va dire que c'est pas une question très importante. C'est vraiment à voir si ça a été, si vous avez bien écouté. Allez. Alors, c'était le rapport PA de O2 sur FI de O2. La somme PA de O2 plus PA de CO2, c'est à utiliser chez un patient respirant un air ambiant, de même que le gradient AA. C'est les deux derniers outils qu'on a vus. La PA de CO2 ne détermine pas le mélange veineux, mais l'hypoventilation. Et le rapport PA de O2 sur FI de O2, c'est le premier outil pour mesurer le mélange veineux qu'on avait vu. Et c'est ce qu'on avait dit, c'est que c'était appliqué chez des patients qui respiraient un air enrichi en oxygène, okay, ce qui est le cas chez ce patient qui a une oxygénothérapie via canule nasale. Okay.
Alors, quatrième et dernière cause d'hypoxémie après la diminution de PiO2, après l'hypoventilation, après le mélange veineux, c'est la diminution du contenu veineux en oxygène. Ok. Le contenu veineux en oxygène, c'est la quantité d'oxygène que contient le sang quand il retourne au cœur droit. Okay, ce qui est noté CV2O2 ici. Donc, je l'ai bien indiqué ici, parce que c'est au moment où ça retourne au cœur droit. Si cette quantité elle est faible, eh ben, la quantité d'oxygène qui va être apportée par les alvéoles va pas être suffisant. Okay, parce que, en fait, si vous voulez, quand on a une diminution du contenu veineux en oxygène, l'oxygénation ne va pas être suffisante pour augmenter suffisamment la pression partielle en oxygène du sang artériel pour le prochain tour. Et ça, ce sont des situations quand on a des extractions excessives d'oxygène par les tissus, comme quand on a des crises convulsives ou des cas d'hypoxie stagnante avec des états de choc ou des cas d'hypoxie anémique. Il y a une extraction intense qui se fait au niveau des tissus, ce qui fait que on vide vraiment le stock du sang en oxygène et quand il va repasser là, bah oui, il va se remplir, mais pas suffisamment pour le tour d'après. OK? Donc ça, c'est un petit peu théorique. Dans la réalité, on va avoir une compensation par les poumons. Je vous avais dit, en fait, je vous avais dit qu'il y avait un mélange veineux physiologique qui était autour de 5 qui est dû en fait à l'activité des poumons et en fait, le poumon va compenser en essayant de diminuer ce mélange veineux physiologique quand on a une diminution du contenu veineux en oxygène. OK? Donc c'est pas la cause la plus importante à retenir, mais c'est quelque chose qui est décrit quand même. Donc je vous dis, surtout quand on a une extraction vraiment intense de l'oxygène par les cellules. Donc, on est arrivé au bout. Je vous ai mis, en tout cas au bout des causes d'hypoxémie, je vous ai mis ici un bilan de cette grosse partie que nous venons de voir avec les différentes causes d'hypoxémie. Donc, diminution de la PiO2, l'hypoventilation, le mélange veineux et la diminution du contenu veineux en oxygène. Et je vous ai mis notamment la réponse à l'oxygénothérapie. Donc ça peut être intéressant quand vous suivez votre patient. Je prends juste un petit exemple pour vous montrer. Donc, par exemple, l'hypoventilation. Donc, on l'a vu, est signé par une augmentation de la pH de CO2. Et alors, du coup, donc, petit bémol, je vous avais dit, donc on exclut les situations où il y a de la réinhalation de CO2, où il y a une surproduction de CO2 aussi par les tissus. Mais sinon, globalement, l'augmentation de la pH de CO2, ça signe une hypoventilation. Et dans ce cas-là, le rapport pH2O2 sur FiO2, la somme pH de CO2 plus pH2O2 et le gradient AA restent normaux parce que tout ça, ce sont des outils pour mesurer le mélange veineux. Donc, dans le cas d'hypoventilation, tous ces outils sont normaux. Okay, et c'est une cause qui se normalise assez bien. Enfin, c'est une cause qui fait que on a une normalisation de la PA2O2 avec l'oxygénothérapie qui est assez bonne. C'est ce qui se passe en fait en anesthésie. Okay, en anesthésie, bah, vous avez un patient qui hypoventile du fait de l'anesthésie, et vous, ce que vous faites, c'est que vous lui apportez de l'oxygène via un tube endotrakéal. Donc, c'est rien de plus que ce que vous faites tous les jours. Okay. Donc, il ne faut pas hésiter à répéter les gaz du sang au cours du temps. Ils vont permettre un suivi de l'efficacité thérapeutique. Et je vous remets ici les indications de ventilation mécanique si l'oxygénothérapie n'est pas suffisante. Okay, les indications pour une ventilation mécanique, c'est une hypoxémie sévère avec une PaO2 inférieure à 60 mm de mercure. Donc, on est là dans ce cas-là d'hypoxémie sévère et qui va être réfractaire à l'oxygénothérapie. Okay, si on est à PaO2 inférieur à 60, mais que ça se régule avec une bonne oxygénothérapie, on ne met pas de ventilation mécanique en place. Deuxième possibilité, donc c'est et ou à chaque fois une hypercapnie sévère, une pH de CO2 qui monte à plus de 60 mm de mercure avec une répercussion sur le pH qui va diminuer à 7,2 et ou une fatigue respiratoire. Donc là, vous allez mettre en place votre ventilation mécanique pour assister le patient. Okay. Quelques mots sur le prélèvement et le traitement de l'échantillon sanguin. Alors, pour obtenir une interprétation fiable des gaz du sang, il faut s'assurer évidemment que le prélèvement et le traitement qu'on lui réserve soient irréprochables. Donc, première question, où je prélève le sang? Alors, on prélève obligatoirement du sang artériel, vu les données dont on a besoin. On a beaucoup parlé de la PaO2, la PaCO2.
Donc, vraiment du sang artériel. Donc, un peu d'anatomie ici. Vous avez donc les artères du membre pelvien droit d'un chien en vue médiale. Le premier site, parce que, le site le plus couramment utilisé pour les gaz du sang, c'est l'artère dorsale du pied, dont le trajet est rappelé ici. Alors, en fait, vous allez avoir une petite fosse à cet endroit-là, dans laquelle on sent l'artère pulser, et donc vous pouvez la trouver par là, OK? Enfin, grâce à ça. Deuxième possibilité, quelque chose qui va être préféré chez les petits patients, c'est, l'artère fémorale, OK, que vous retrouvez ici. Donc, ce sont globalement les 2 sites privilégiés, mais on peut utiliser d'autres sites comme l'artère auriculaire qu'on va aimer, notamment, en cas d'anesthésie. OK? Ça va être, quelque chose qu'un anesthésiste ou qu'un intensiviste, va pouvoir faire parce qu'il va pouvoir accéder facilement à l'oreille, sous un champ stérile, par exemple. OK. Le matériel, alors si on veut tout bien faire, idéalement, on utilise une seringue en verre, OK? Le verre, ça évite en fait les échanges de gaz entre le sang et l'air ambiant, contrairement au plastique qui lui va être plus poreux. Alors dans la réalité, bah, les seringues en plastique, c'est quand même plus facile à commander et en fait la diffusion des gaz est assez négligeable quand on analyse le sang rapidement. Donc globalement, on peut quand même utiliser des, heu, des des seringues en plastique. Alors, il existe des seringues qui sont dites ventilées, qui sont spécialement conçues pour l'analyse des gaz du sang. Une seringue ventilée, c'est quoi? C'est une seringue où le piston est ventilé, représenté ici, OK? C'est en fait des petits trous qui vont permettre le passage d'air à travers le piston. Alors à quoi ça sert? Eh bien, ça va éviter en fait la manipulation du piston lors du prélèvement. Je m'explique. Avant le prélèvement, en fait, vous allez tirer votre piston au volume souhaité et donc on fait rentrer de l'air dans la seringue. Et quand on va piquer, le sang va monter tout seul dans la seringue et chasser l'air qui part à travers le piston. OK. Si on n'a pas de seringue ventilée, ben, on fait ça, méthode classique, en manipulant le piston pendant la prise de sang, mais du coup, c'est sûr que ça rend la manipulation un petit peu plus instable. Quand on est élégant, on a en plus un socle pardon, récupérateur d'aiguilles qui va permettre de protéger les intervenants, d'éviter les éclaboussures de sang si la seringue tombe par terre et en plus d'isoler l'échantillon de l'air ambiant, donc comme vous avez ici, donc ce petit récupérateur orange. Et dans tous les cas, on doit chasser les bulles d'air de la seringue pour pas qu'il y ait d'échange entre l'air des bulles et l'oxygène, enfin, oui, entre d'échange, pardon, qu'il n'y ait pas d'échange gazeux entre l'air des bulles et le sang. Donc soit on le fait classiquement en retournant si on a un piston, normal et donc dans ce cas-là, on chasse les bulles d'air, en ayant retourné la seringue. Soit on a un piston ventilé et un socle récupérateur d'aiguille et du coup, dans cette position-là, en appuyant tranquillement sur le piston, bah, les bulles d'air qui se sont accumulées a priori sur le dessus vont être chassées à travers le piston ventilé. OK? Donc ça permet d'évacuer l'air à travers le piston sans avoir à retourner la seringue. Et enfin, l'échantillon doit être scellé avec un petit bouchon là, qui est représenté ici en noir, toujours de façon à éviter l'exposition à l'air, donc là, à l'air ambiant. Alors, dernière chose, à laquelle il faut faire attention, les seringues spécialisées, elles contiennent souvent un anticoagulant lyophilisé, c'est souvent de l'héparine de lithium. Alors attention parce que souvent il y a une quantité d'anticoagulant qui est là pour un volume de sang défini. Donc c'est important de prélever souvent le volume de sang prévu par le constructeur pour éviter les erreurs de dilution. OK? Si on n'a pas de seringue avec un anticoagulant déjà inclus, alors c'est pas grave, on peut soi-même tapisser la seringue avec de l'héparine de sodium, là que j'ai fait arriver ici à droite, donc l'héparine CoA. Comment on fait? Eh ben, on prend une seringue de 1, globalement une seringue sèche, on prélève 1 millilitre d'héparine qu'on va ensuite expulser entièrement avant le prélèvement et donc de cette façon, vous aurez les parois du piston, enfin les parois pardon de la seringue qui seront bien tapissées. OK? Donc du coup, il y a des kits de prélèvement qui existent et qui s'achètent avec la seringue avec le piston ventilé, l'anticoagulant à l'intérieur de la seringue, un socle récupérateur d'aiguille et le petit bouchon qui va avec pour isoler le prélèvement.
Alors l'analyse, elle doit être réalisée le plus rapidement possible. Si on doit la différer, on va essayer de conserver on va conserver l'échantillon dans un bain de glace, qu'on peut garder comme ça pendant 6 heures, jusqu'à 6 heures après le prélèvement. Et dernier point, les analyseurs, donc différents appareils de mesure des gaz du sang existent et peuvent être utilisés au chevet du patient, donc avec des réponses assez rapides. Alors moi, je connais particulièrement l'EPOC, le VetStat et le PrimeVet. Nous, à Lyon, on a le PrimeVet. Je pense que ça tend un petit peu à se généraliser. Il me semble qu'à Paris, vous aviez peut-être l'EPOC à un moment, heu il me semble que pour avoir parlé avec certains d'entre vous, il me semble que vous aviez l'époque qui est très bien aussi. Donc, il en existe sans doute d'autres, mais voilà, donc ça, c'est les principaux. Alors, je vais essayer de mettre une vidéo. Souvent, ça a du mal à partir, les vidéos. On va essayer. Ouais, je pense que ça va être un petit peu compliqué. Globalement, c'était une technicienne en santé animale qui, présentait un petit peu la manipulation pour prélever, le sang artériel. Donc je vous invite à aller voir, je pourrais mettre le lien, je vous inviterai à aller voir cette petite vidéo qui est très bien, hein, c'est rien de fou, mais du coup, on voit comment elle fait pour prélever, du sang artériel. Donc je vous mettrai le lien pour aller voir ça sur YouTube. Alors, est-ce que ça m'a tout bloqué? Non. Alors, on va finir avec des petits cas cliniques pour essayer d'appliquer tout ce qu'on a vu. Alors, le premier cas, c'est le cas de Lapaz, un chat européen mâle castré de 4 ans qui vit dans un appartement en intérieur strict avec beaucoup de monde, avec 16 autres chats, dont la plupart sont de la même famille. OK. Il a été présenté il y a 1 heure pour une chute du 4e étage. À l'admission, il est en état de choc. Donc je vous passe, les muqueuses pâles, le TRC, supérieur à 2 secondes, je veux dire l'état général, enfin l'abattement qui va avec, comment dire? La température rectale qui est diminuée. Bref, il est en état de choc. Il présente aussi une fente palatine, de multiples plaies qui ont saigné, un pocus thoracique qui montre des zones de ligne B surnuméraire qui pourraient, avec le contexte, laisser suggérer du coup des contusions pulmonaires, un pocus abdominal, légèrement positif avec un épanchement péritonéal qui est tellement infime qu'il n'est pas prélevable, donc on suppose que c'est un petit saignement. Vous le stabilisez avec une oxygénothérapie, une cage à oxygène, une fluidothérapie, donc vous choisissez le Ringer Lactate avec 2 bolus à 5 ml/kg, ce qui est classique chez le chat, de 5 à 10 ml/kg sur 15 minutes, puis vous le mettez à 1 fois et demie le maintien, une analgésie adaptée, un antihémorragique qui est l'acide tranexamique et 1 heure après l'admission, vous obtenez, l'examen clinique qui est ici, en tout cas des éléments de l'examen clinique qui sont ici et des résultats sanguins ici. Quelle est la prochaine étape? Alors soit je ne fais rien du tout, tout devrait s'arranger dans les heures qui viennent, tout seul. Soit j'augmente le début de perfusion pour accélérer la délivrance d'oxygène au tissu, soit je change la méthode d'oxygénation, donc là on était en cage à oxygène, on change et on met des canules nasales aux patients. Ainsi, on espère avoir une FiO2 qui sera meilleure. Petit 4, j'appelle les propriétaires et je m'intéresse à l'état de santé des congénères. Allez, une petite minute. Allez, 15 secondes.
Allez, la bonne réponse est la réponse 4. J'appelle les propriétaires pour m'intéresser à l'état de santé des congénères. Alors, je vous explique. Petit 1, je ne fais rien, tout devrait s'arranger dans les heures qui viennent. Le patient, il vient de subir une diminution rapide et drastique de son hématocrite, vous voyez? Donc c'est ce qui est représenté ici, OK, le pacte sel-volume, donc c'est l'hématocrite là à 15. Un chat, c'est bien à 35. Donc là, il y a une diminution drastique, il y a eu des plaies qui ont saigné, il y a, des contusions pulmonaires, il y a un petit épanchement, péritonéal dont on ne connaît pas la nature, mais qu'on suppose être du sang. Donc, le sang perdu, il est là. OK? Donc, la question, c'est est-ce qu'on doit transfuser? Est-ce qu'on ne doit pas transfuser? S'il y a une répercussion sur sur la clinique, oui, on doit transfuser. Là, on a un patient qu'on a stabilisé d'un point de vue, hypovolémie, OK? De son état de choc, donc avec son état de choc, initial, malgré et puis, du coup, on a mis des antidouleurs et cetera. Malgré tout ça, 1 heure après la stabilisation, on est encore à 240, ce qui est, très élevé quand même pour un chat, même s'il y a encore un petit peu de douleur, même si le chat est stressé et cetera. Une fréquence respiratoire qui est augmentée aussi et donc du coup, bah, là, il y a une indication pour transfuser avec en plus le fait qu'on ait une diminution drastique, et soudaine de l'hématocrite. Petit 2, j'augmente le débit de perfusion pour accélérer la délivrance d'oxygène aux tissus. Le patient, il présente une pression artérielle satisfaisante, donc probablement qu'au début, quand il était en état de choc, il y avait l'hypovolémie qui expliquait cet état de choc et que vous avez corrigé. Là, on a une pression qui est normale, donc on a peu de chances d'améliorer la délivrance en oxygène de cette façon. OK? On risque plus même d'avoir un effet de dilution de l'hémoglobine qui reste en circulation, donc on évite. Petit 3, je change la méthode d'oxygénothérapie et je mets des canules nasales aux patients. Ainsi, la FiO2 sera meilleure. Alors, étant donné que la SA2O2 est très satisfaisante, OK, eh ben, c'est pas en augmentant la PaO2 qu'on augmenterait avec la FiO2 qui ferait que ce paramètre-là serait amélioré. Donc on est déjà à 97. Donc oui, on peut atteindre un petit peu mieux, 98, 99, voire 100, mais du coup, 97, on est déjà sur quelque chose de satisfaisant qui donne déjà une PaO2 correcte. Donc ce n'est pas en augmentant la FiO2 qu'on va améliorer le contenu artériel en oxygène globalement. OK? Donc oui, on peut augmenter un tout petit peu là. Ici, si on augmente la PaO2, bah, on est avec un coefficient de 0,003. Donc quand on regarde cette formule, qu'est-ce qu'on peut améliorer d'autre? C'est ici la quantité d'hémoglobine. OK? Ici, c'est satisfaisant. Ici, on a un coefficient trop petit pour avoir vraiment une efficacité. Donc c'est vraiment ce paramètre-là qui est très diminué sur lequel on peut jouer. OK. Et dernière chose, on a aussi un chat qui a subi un traumatisme crânien puisqu'il y a une fente palatine, donc la pose de canule nasale est contre-indiquée puisque ça peut participer à l'augmentation de la pression intracrânienne, donc c'est vraiment pas quelque chose à choisir. Petit 4, j'appelle les propriétaires pour m'intéresser à l'état de santé des congénères. On veut faire une transfusion de concentré globulaire, donc on recherche des donneurs compatibles et je m'intéresse donc à l'état de santé des congénères et aux antécédents médicaux, donc de ces congénères qui sont des potentiels donneurs. Deuxième cas, le cas d'époque, un chien labrador mâle entier de 3 ans. Alors lui, il est en cours de traitement pour, une anémie hémolytique à médiation immunitaire depuis quelques jours et il est présenté pour une soudaine dyspnée expiratoire. Vous obtenez donc l'examen clinique qui est ici, tac, en tout cas des éléments, de l'examen clinique et des résultats sanguins ci-contre. Quelle est selon vous l'affirmation qui est correcte? Première possibilité, c'est normal d'avoir une tachypnée compensatoire en cas d'anémie. Il faut que le patient rentre chez lui et laisse la place aux urgences vitales. Petit 2, le gradient AA est de 56,3, on a un mélange veineux. Petit 3, le patient est anémié et présente une répercussion clinique de son anémie. La fréquence cardiaque est augmentée, la fréquence respiratoire est augmentée. Une transfusion de concentré globulaire est nécessaire. Et petit 4, le gradient AA est de 56,3, mais ne peut être utilisé
sur un patient respirant l'air ambiant, ce qui est le cas d'époque. Une petite minute. « 15 secondes. Allez, tac. Donc, la réponse était la réponse 2. Alors, on va voir un petit peu ensemble ce qui s'est passé chez ce patient. Première possibilité, il est normal d'avoir une tachypnée compensatoire en cas d'anémie. Il faut que le patient rentre chez lui. Alors, il est normal d'avoir une tachypnée, oui, mais pas une dyspnée expiratoire et surtout d'apparition soudaine. Okay, normalement, s'il est en cours de traitement, que tout est bien fait, il est censé récupérer de l'hémoglobine jour après jour. Donc, la tachypnée, oui, qu'elle arrive subitement alors qu'elle n'était pas là avant, pas spécialement et du coup, en tout cas, ça explique pas la dyspnée expiratoire, OK? Donc bien attention aux termes aussi qui sont employés. Le gradient AA est de 56,3, il y a un mélange veineux. En effet, le gradient AA est supérieur à 20, OK? Donc là, on a bien un mélange veineux, OK? Petit 3, le patient est anémié et présente une répercussion clinique de son anémie. Une transfusion est nécessaire. Il y a peu de chances qu'une anémie chronique, donc, vous vous souvenez, tout à l'heure, j'ai dit qu'il y avait une descente drastique de l'hématocrite et soudaine. Et là, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas soudain, c'est plutôt chronique et c'est plutôt modéré. Okay, un chien il va être autour de 45%. Dire s'il est bien. Alors après, 40, 42, là, on est à 34. C'est pas non plus drastique comme tout à l'heure sur des hémorragies sur le chat. Donc là, il y a peu de chances que l'anémie, du fait qu'elle soit chronique et assez peu sévère, que ça nécessite une transfusion. Par contre, il y a bien une modification de la fréquence cardiaque et la fréquence respiratoire, mais elle est a priori pas en lien direct avec l'anémie. On peut du fait de la dyspnée, on peut avoir aussi un stress qui fait que ça augmente. Un chien, un labrador à 130, c'est pas non plus incroyable. Il peut y avoir plein d'autres causes. Il peut avoir mal aussi. Donc voilà, je vais vous dire dans un instant ce qu'il avait. Mais du coup, voilà, fréquence cardiaque et fréquence respiratoire augmentée, c'est pas forcément dû à son anémie. Okay, qu'il avait jusqu'à maintenant. Petit 4, le gradient AA est de 56,3 mm de mercure, mais ne peut être utilisé sur un patient respirant l'air ambiant. C'est faux, c'est justement une des conditions d'application. Okay, donc, ce patient, il présentait en fait une thromboembolie pulmonaire, qui est une complication attendue, qui arrive en fait, qui est une complication qui arrive sur des anémies hémolytiques à médiation immunitaire. J'ai pas envie de dire fréquente non plus, mais je veux dire, c'est quelque chose qui peut être, qui peut arriver, suite à une HMI du fait de l'hypercoagulabilité. Et donc du coup, du fait de cette thromboembolie pulmonaire, on a un mélange veineux, par anomalie du rapport ventilation-perfusion. OK. Ce qu'on a vu tout à l'heure. Allez, tac, on continue. Alors Mégane, un petit chat femelle stérilisé de 6 ans qui a un antécédent de plaie, qui a bien cicatrisé, mais par contre, elle est présentée pour rigidité du membre pelvien droit, progressive, donc c'est là où elle avait sa plaie. Vous suspectez, un tétanos, vous l'hospitalisez et puis vous voyez que la condition, donc le fait la progression de la condition, ce que je veux dire, c'est la rigidité qui progresse sur le corps du chat.
et après 3 jours, vous obtenez, l'examen clinique qui est donné ici à gauche et des résultats sanguins. Comment vous interprétez la ventilation de ce patient? Donc petit 1, le patient présente une hypoventilation et nécessite une ventilation mécanique. Le patient présente une hypoventilation mais ne nécessite pas de ventilation mécanique. Petit 3, le patient ne présente pas d'hypoventilation mais nécessite une ventilation mécanique. Petit 4, le patient ne présente pas d'hypoventilation et ne nécessite pas de ventilation mécanique. Une petite minute. Allez, on essaie de se souvenir par quoi est signée une hypoventilation sur les gaz du sang. On essaye de se souvenir aussi des indications pour mettre en place une ventilation mécanique. Donc là, vous avez tout à disposition, les gaz du sang. Alors, la réponse, c'est la réponse 2. Le patient présente une hypoventilation mais ne nécessite pas de ventilation mécanique. La définition de l'hypoventilation, hormis réinhalation de CO2 ou surproduction de CO2 par les tissus, c'est une augmentation de la pH de CO2. Donc là, c'est bien le cas. OK, la pH de CO2, je vous l'avais remis, normale est entre 28 et 32. Là, on est à 49, donc on est bien au-dessus. Donc on a bien une hypoventilation. Les indications pour une ventilation mécanique, on avait dit une hypoxémie sévère avec une pH de O2 inférieure à 60 mm de mercure. Là, on est à 71, donc ce n'est pas le cas. Une hypercapnie sévère avec une pH de CO2 supérieure à 60 mm de mercure, ce n'est pas le cas non plus. Et ou une fatigue respiratoire, ce n'est pas décrit. Donc, a priori, ce patient ne nécessite pas non plus de ventilation mécanique. Allez, dernier cas, j'espère que vous allez participer et que, ouais, que vous allez avoir au moins envie d'essayer. Après, je vous laisse tranquille. Donc, Indiana, un chien Spitz Loup de 8 mois mâle entier, connu pour un souffle systolique basal gauche qui n'a jamais été investigué. Suite à une randonnée dans les monts d'Arrée, donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est en Bretagne, à 385 mètres d'altitude, il est présenté pour des difficultés respiratoires. Vous obtenez l'examen clinique et les résultats sanguins ci-contre, et on vous demande si la détresse respiratoire est liée à une diminution de la PiO2, puisqu'il y a une diminution de la pression atmosphérique du fait de l'augmentation de l'altitude, un shunt anatomique gauche-droite, un mélange veineux. En effet, on a une somme PaO2 plus PA de CO2 inférieure à 120 mm de mercure, donc à 75 mm de mercure. Un mélange veineux parce qu'on a un rapport PaO2 sur FiO2 à environ 260 mm de mercure. Allez, une petite minute, donnez tout. Allez, 10 secondes. Alors, la solution est
La réponse 3. Alors, petite 1, une diminution de la PI de O2 par diminution de la pression atmosphérique. Là, on est dans les monts d'arrêt, ce n'est pas les Alpes non plus, donc l'augmentation de l'altitude, elle n'est pas vraiment significative. Donc, il y a peu de chances que ça explique la détresse respiratoire présentée par Indiana. Petit 2, un shunt anatomique gauche-droite, ça ne fait pas partie des causes d'hypoxémie, contrairement au shunt droite-gauche, qu'on a évoqué tout à l'heure. Donc, c'est bien droite-gauche, pas gauche-droite. Petit 3, un mélange veineux. En effet, la PA de O2 plus la PA de CO2, donc on est à 75 mm de mercure, donc en dessous de 120 mm de mercure, en effet. Et petit 4, un mélange veineux avec un rapport PA de O2 sur FI de O2 à 260. Il y a bien un mélange veineux, le rapport a bien été calculé, mais cet outil ne peut être utilisé que sur des patients respirant un air enrichi en oxygène. Donc bien vérifier les conditions d'application des outils avant de les utiliser. Là, le rapport PA de O2 sur FI de O2 ne peut pas être utilisé. Et pour la petite histoire, ce patient a eu une échocardiographie ensuite et a montré la présence d'une tétralogie de Fallot. Donc la tétralogie de Fallot, c'est quoi? C'est une sténose pulmonaire, qui est représentée ici au numéro 1, une communication interventriculaire en 2, une dextroposition de l'aorte en 3. Donc dextroposition, c'est-à-dire que l'aorte est plus du côté droit et donc du coup va capter le sang désoxygéné pour l'envoyer en circulation systémique. Et 4, une hypertrophie du ventricule droit. Et donc ça explique le mélange veineux sur Indiana. Message important à retenir, alors l'analyse des gaz du sang va vous être utile à des fins, premièrement, surtout pas des fins de stabilisation. Ce n'est pas une priorité, votre animal arrive, respire mal, vous ne lui sautez pas dessus pour lui faire un gaz du sang, vous le stabilisez comme d'habitude, donc un petit sédatif, de l'oxygène, et vous réfléchissez ensuite. Les gaz du sang, c'est un outil plutôt de soins intensifs plus que d'urgence, sont utilisés à des fins diagnostiques d'une part, en tout cas aider à approcher le diagnostic, et thérapeutiques d'autre part, puisqu'ils permettent le suivi de l'efficacité d'une thérapie, mais aussi par exemple la reconnaissance d'indications d'une ventilation mécanique, comme on l'a évoqué plusieurs fois lors de cette présentation. L'analyse des gaz du sang, ça demande de la méthode. Vous avez vu, il y a beaucoup de choses, beaucoup de catégories, de formules. Il faut donc être assez rigoureux. Et du coup, le recours à des antisèches est fortement recommandé. Là, je sais que c'est un petit peu difficile les quiz parce que je peux montrer qu'une diapo à la fois. J'essaie de remettre un petit peu des rappels, des éléments, des formules, etc. Pour vous aider. Mais c'est sûr qu'il faut être un petit peu attentif à la présentation. Maintenant que vous avez la présentation, vous pouvez faire des fiches, vous pouvez vous faire des petits mémos pour utiliser vraiment ça en pratique. Là, on n'est pas du tout, on n'est pas à l'école, on n'essaye pas de retenir des formules juste pour retenir des formules pour des examens. Donc là, vous notez vos formules et vous les appliquez et ça va très bien se passer. Donc le but, c'est pas de se mettre à apprendre tout ça par cœur, mais de revenir vraiment aux besoins. Et enfin, tout ça est soumis à une rigueur sur le prélèvement sanguin, on l'a vu, pour s'assurer d'une certaine fiabilité des résultats. Donc, on respire et on prend ça calmement. Il n'y a pas de raison que ça se passe mal. C'est une aide. Donc, le but, c'est d'avoir une petite corde supplémentaire à son arc. Voilà, et c'est tout pour moi. Donc, si vous avez des questions sur les cas, sur les quiz, n'hésitez pas. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Non, c'était très bien. Ouais. Des petits pièges dans les quiz. Ouais, c'est le but aussi. Mais... Non, mais le coup de l'état de santé des chats, je veux pas cliquer que c'était pour faire une transfusion. Oui, le but, c'était justement qu'on se dise que la réponse était toute pourrie. Mais voilà, j'espère que ceux qui regarderont aussi en replay, enfin ceux qui ont assisté et ceux qui regarderont en replay, pourront justement, ont l'impression de s'entraîner un petit peu avec les quiz. Après, c'est sûr que c'est une formation, je pense, qui se regarde avec un papier et un crayon plus que avec un téléphone, sur un téléphone dans sa voiture entre deux consultes. Donc, c'est peut-être plus difficile à suivre. Oui, voilà, c'est après.
C'est un peu plus pointu, quoi. C'est vrai que toutes les formules, etc., les petites différences, c'est un peu plus pointu. Et quand on n'a pas le pense-bête pour se rappeler quelle valeur de référence on a sous les yeux, c'est pas évident. Ouais, c'est pour ça que j'essaie de mettre les rappels à chaque fois. Ouais. Mais du coup, ce que je recommanderais, ouais, à ceux qui regardent peut-être en replay, c'est ouais, de se poser, enfin de mettre des pauses, de faire des notes en Ouais, même temps. ça, exactement. Faites-vous des fiches en même temps, les gars. Ouais. Revoyez-le en replay, faites-vous des fiches. Tout ce que j'ai à Donc dire, moi. voilà. Bon, bah, j'espère Bah, que ça encore vous a plu merci, quand même. Boris. Bah, Si, c'est très bien, comme d'hab. OK, bon, bah, très bien, super. Bah, merci à tous ceux qui ont suivi. Et puis, bah, je vous souhaite une bonne après-midi. Et puis, bon après-midi à toi aussi, Boris. Salut, merci, au revoir. Salut, ciao.